Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler hélico GPS. Vous avez sans doute vu ma première vidéo sur mon UH1 de chez Flywing. Vous avez vu la vidéo de JF sur son FW450 V3. Alors évidemment, on n'avait qu'une envie, c'est de les faire se rencontrer. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va mettre côte à côte deux hélicoptères un petit peu différents. Un hélicoptère plutôt prévu pour s'amuser, un petit peu 3D, un autre beaucoup plus maquette. Et surtout, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai amélioré les capacités de vol de ces deux appareils en les passant sous le nouveau logiciel de paramétrage, la version 1.9 qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de paramètres auxquels on ne pouvait pas toucher auparavant. Alors on va aller voir tout de suite si ça vole un petit peu mieux. Voilà, comme vous le voyez, je suis vraiment un chanceux. J'ai à ma disposition ici les deux hélicos à la mode en ce moment, le Flywing UH1 et le Flywing 450 V3. Ce qu'on va essayer de faire, c'est évidemment comme on aime le faire sur la chaîne, c'est un petit comparatif. Parce que si vous avez envie de vous acheter un bel hélico GPS, faut pas se rater, parce que c'est quand même un sacré budget. Alors, entre les deux, il y a des petites variations, mais on reste quand même sur un état d'esprit identique, à savoir des machines qui vont être assistées à l'extrême, avec un GPS, une centrale inerticielle qui va systématiquement maintenir l'appareil à plat, des possibilités 3D en automatique. Alors, la première chose, c'est la radio. Je ne ferai aucun comparatif sur la radio. Pour quelle raison? C'est la même. C'est exactement la même. Vous voyez que j'ai même mis un tout petit repère ici pour pas me tromper. Ça, c'est la radio de JF. C'est celle-ci. Moi, j'ai exactement la même pour le UH1. Donc, la radio, on va la laisser de côté. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un comparatif sur un certain nombre de critères qui seront le look, les qualités de vol, la maniabilité, la précision, les possibilités de vol en 3D, la puissance. Est-ce que ce sont des machines faciles d'usage, les batteries, la robustesse, facilité de transport. Est-ce que les pièces sont disponibles? Et puis surtout, ce qu'en pensent les copains sur le terrain. Alors, on va commencer tout d'abord par le look. Il y a un certain nombre de choses qui vont facilement être réglées. Le look, là, à moins que vous n'aimiez la gym tonique des années 80 avec Véronique et Davina et le fluo. Voilà, Itamissa est, la messe est dite. Ici, on a un appareil qui est magnifique, qui est vraiment maquette. Alors, je dis pas que celui-là est pas beau, ça c'est un look, c'est un sportif, voilà. Hop, donc on a le sportif contre la maquette. Bon, les goûts et les couleurs se discutent pas, mais c'est vrai que moi j'ai une grosse préférence pour le UH1. Ça n'est que la boîte, ça n'est que la déco. On a quand même ici une déco qui est en fibre avec une finition qui est vraiment chouette, même si on m'a fait remarquer des petits détails maquette comme quoi sur cet appareil, le rotor normalement il est de l'autre côté. Ce à quoi j'ai répondu, c'est que sur ces appareils, le rotor de queue est toujours du même côté pour faciliter le fonctionnement de l'anticouple. Donc, le look, un point ici pour le UH1. Alors, évidemment, c'est beau, c'est bien, mais est-ce que ça vole bien? Lequel des deux, à mon sens, va être le plus précis en vol? Et là, c'est vrai que on s'attendrait à voir celui-là comme vainqueur. On se dit, une machine sportive risque d'être beaucoup plus précise. Eh ben non. Encore une fois, à mon sens, c'est le UH1 qui gagne la partie. Pour quelle raison? Vous allez le voir tout à l'heure en vol. Je trouve que les trajectoires, une fois qu'il était tuné, on va voir juste après le tune de ces machines.
comment améliorer leur qualité de vol avec le logiciel. Et bien, une fois que tout ça est passé au logiciel, celui-ci s'en tire vraiment mieux. Peut-être qu'en sortie de boîte, c'est vrai, l'autre est peut-être un peu meilleur. J'ai essayé de les faire voler tous les deux en version stock. Le FW450 s'en sort un petit peu mieux, mais une fois réglé, moi je trouve honnêtement que celui-là est beaucoup plus précis et les trajectoires sont quand même beaucoup plus jolies. Deuxième point pour le UH1. Ensuite, et là ça va être facile, les aptitudes au vol 3D. Bah, celui-là c'est simple, je ne l'ai jamais mis sur le dos. Pourquoi? Bah, regardez, c'est un bel UH1. Donc, est-ce que vous avez déjà vu des UH1 UE sur le dos? Non. Donc, ce serait complètement idiot d'acheter cet appareil-là pour le foutre sur le dos, foutre de la 3D. Il en est capable. Mais, pourquoi j'ai jamais osé? Ben, pour une raison toute simple, c'est la fixation de la batterie. La batterie est juste tenue par un petit scratch sur un support en bois. J'ai un petit peu peur que lors des manœuvres 3D, la batterie soit tout simplement éjectée. Ce qui n'est évidemment pas le cas de celui-ci, parce que là, la batterie est vraiment prévue pour être solidement fixée sur un rail. Ça ne peut pas bouger. Donc là, on s'en donne à cœur joie. En plus, on sent qu'il est vraiment fait pour ça, pour faire le foufou. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je sais pas piloter 3D. Eh ouais, mais il y a le petit bouton magique sur la radio, le bouton inverter. Ben oui, donc on pourrait se dire, bon voilà, on va juste se mettre la tête en bas. Mais si vous associez par exemple ici de la rotation du yaw avec ce petit bouton, vous allez par exemple faire des pyroflips. Vous allez pouvoir en marche avant vous amuser à faire des mouvements et en multipliant les combinaisons, vous allez, c'est pas de la 3D, mais vous allez pouvoir faire les foufous devant les copains au terrain pendant le week-end. Ça, c'est sympa. Ensuite, si votre objectif c'est vraiment d'apprendre à piloter en 3D, que en parallèle de celui-là vous avez peut-être un petit hélico genre un XK110 pour faire votre apprentissage en 3D, et ben vous pouvez aller jusqu'au niveau 3D Pro avec cet appareil, c'est-à-dire le débrider complètement, le piloter totalement manuel et faire toutes les figures 3D de base, et on a un hélico qui est vraiment suffisamment puissant pour ça. Alors pour la 3D, voilà, c'est lui qui gagne. Un point pour notre W450 V3. Ensuite, la puissance, parce qu'on parlait de puissance, celui-là est puissant. Eh oui, mais l'autre est un tout petit peu plus gros. Et alors, je peux pas vous dire, j'ai pas les valeurs de consommation, etc. C'est juste du ressenti, mais j'ai vraiment l'impression que celui-là est un tout petit peu plus puissant. Il est capable d'emmener des charges importantes, on le verra tout à l'heure, avec la batterie. Mais notamment au niveau de la vitesse de pointe. Il vole un petit peu plus vite que l'autre. Niveau puissance, je mettrai celui-là, même si à chaque fois, les différences sont quand même assez limitées. Ensuite, facilité d'usage, facilité de transport. Là, il n'y a aucun souci. C'est notre W450 qui gagne. Pourquoi? Il est entièrement démontable de façon très simple. Tout d'abord, la queue, hop, s'enlève en un mouvement. Ici, vous avez deux vis à retirer pour retirer vos pales. Et tout ça va dans la petite valoche de transport. Même la batterie a son petit emplacement. Vous promenez avec votre petite valise. Et puis, je vais améliorer la... Alors, j'aurais dû vous le présenter aujourd'hui, mais c'est pas arrivé ce week-end. Un petit système, et je vous montrerai ça à part, un petit système qui va permettre tout simplement de laisser les pales visser, et un petit système comme ça qui permettra d'enclencher, de verrouiller les pales sur la tête de rotor. Et alors là, on monte cet appareil en 30 secondes en arrivant sur le terrain. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore sur le FW450 V3.
Pour l'autre, évidemment, vous vous doutez, on a une maquette, c'est plus fragile, faut y faire attention, donc ça demande d'être transporté gentiment. En plus, il arrive sans valise, c'est vrai qu'il est dans une boîte avec de la mousse, mais c'est pas facile à garder. Moi, je l'ai pas gardé, mais j'y fais très très attention lors des déplacements, donc facilité d'usage, gagnant le FW 450. Ensuite, la batterie ou les batteries. Alors, on en a parlé pour le 450. On a ici une batterie, une grosse batterie. C'est une 5000. C'est une 5000 de base. Ah oui, alors c'est une 4500 parce que JF m'en a filé une autre, hein, mais de base, c'est une 5000 qui surtout est installée sur un rail qui ne bouge pas à l'intérieur. Donc ça peut paraître être un avantage, mais c'est en fait le gros désavantage de cet appareil comparé à l'autre. Parce que l'autre, de base, c'est vrai qu'il n'a pas une batterie qui est aussi bien. Il arrive avec une espèce de truc bizarre. C'est tout juste si on sait, on connaît sa puissance, hein. Ça doit être du 3000, je sais pas. Alors c'est écrit 52 Wh, donc faut faire le calcul avec la tension. Je crois qu'on tombe à 3003. Bon, disons que c'est une 3000 milliampères. Donc elle est moins bien que celle-là. Mais, regardez la place qu'il y a à l'intérieur. On met ce qu'on veut. Et mais quand je dis on met ce qu'on veut, on peut carrément taper dans l'extrême. Regardez. Vous savez ce que c'est ça? C'est une batterie de buggy avec le hard case. Ça pèse le poids d'un Admor. Mais heureusement, il est assez puissant. Il emmène, on a l'impression de rien, que ça vole exactement de la même façon. Il faudra évidemment faire un petit adaptateur. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai pas de buggy, j'ai pas de grosses batteries comme ça. Moi en 4S, j'ai que des batteries de drone, hein, des 1005, des 2000, des 2003. Ah bon? Eh ben, montez-les par deux. Montez-les ici en parallèle. Regardez, moi j'ai pris une 2003 avec sa petite sœur, donc c'est les deux mêmes. Eh ben, je me retrouve avec une batterie de 4006. Alors, eh ben, ça rentre à l'intérieur. Donc on met vraiment tout ce qu'on veut dans ce UH1. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Si vous faites déjà du drone, si vous faites de la voiture, eh ben, vous pouvez mettre des batteries en 4S, tout ce que vous avez en 4S, vous pourrez le bricoler et le mettre à l'intérieur. Donc, niveau batterie, encore une fois, grand gagnant, le UH1. Alors vous allez me dire, oui, enfin, visiblement, t'aimes bien le UH1 parce que c'est le tien. Mais non, parce qu'on va arriver quand même sur les points forts du FW 450. On va commencer par la robustesse de l'appareil. Ce truc-là, on a l'impression que rien va le casser. Alors évidemment, si vous prenez une gamelle, vous allez péter des trucs, mais on a quand même quelque chose d'extrêmement robuste, hein. Les matériaux sont vraiment au top. On a du carbone, on a de l'alu, etc. Donc au niveau robustesse, il n'y a pas de surprise. Le FW 450 V3 l'emporte haut la main. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, facilité de transport. En plus de la facilité d'usage, là aussi, il marque le point facile à utiliser parce qu'il est pratique, facile à transporter parce qu'il a sa valise, alors que l'autre est quand même beaucoup plus fragile. Ensuite, les pièces. Les pièces, est-ce qu'elles sont disponibles? Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on a un beau jouet comme ça qui coûte un peu de pognon, à la moindre casse, on voudrait pouvoir changer les pièces. Eh ben c'est facile. Et là, c'est égalité pour les deux. Toutes les pièces sont disponibles, hein. Si vous passez par notre partenaire RC Going, vous trouverez toutes les pièces détachées. Moi, j'ai racheté des pales, j'ai acheté un certain nombre de petites choses pour être sûr que s'il m'arrivait un problème, j'ai du spare. Mais tout est disponible. Voilà, donc si je compte là 3, 4, 5, 3, 4, 5, égalité. Les deux appareils sont égalité.
Bah oui. Alors, bah, je me suis pointé hier au terrain avec ces 2 appareils et puis, bah, j'ai écouté les copains parce que c'est quand même pour ça aussi que des fois on achète nos appareils pour s'amuser avec les copains, pour écouter ce qu'ils en pensent, et puis ça fait plaisir, hein, de voir que les appareils plaisent aux copains. Qu'est-ce qu'ils ont dit au terrain? Grand gagnant au terrain, le UH1, le point des copains, le point de la victoire. Alors les potes ont adoré. On est aéromodéliste, donc qu'est-ce qu'on aime? On aime les maquettes. On fait voler des avions, donc c'est vrai que souvent sur les terrains, quand vous arrivez avec un hélico, vous avez des vannes du genre «Oh tiens, ton hélice, elle est pas au bon endroit, elle est au-dessus, elle devrait être devant». Bon voilà, ce genre de blague, les hélicos n'ont pas toujours une place simple dans les clubs d'aéromodélisme, mais évidemment la maquette l'a emporté haut la main, même si celui-ci a impressionné par ses capacités 3D en vol automatique. Et de façon générale, je vois hier notre doyen Roland est venu nous voir en arrivant. J'étais en train de piloter, j'ai posé ma radio, j'ai été lui dire bonjour et ensuite j'ai été faire atterrir l'hélico. Ça, c'est vraiment le pied et ça, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà un petit peu, si on reprend le bilan général. Pour moi, vainqueur, le UH1, mais voilà, ça dépendra de ce que vous avez envie de faire avec cette machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer sur l'ordi. Je vais vous montrer un petit peu comment tuner. Tuner, c'est un grand mot, mais en tout cas, améliorer les performances de vol de ces 2 appareils. Ça se passera exactement de la même façon. Les réglages, c'est à peu près les mêmes. Et puis surtout, on ira voir ces 2 appareils volés. Je vous ai tourné hier quelques images au terrain. Il faisait beau, c'était le pied total. Allez, on passe sur l'ordi maintenant. On se retrouve maintenant devant l'ordi. Donc, première chose à faire, évidemment, c'est télécharger la dernière version du petit logiciel H1LI. Alors, pour ceux qui étaient coutumiers de ce genre d'appareil H1LI, il y en a eu toute une série. Mais si on y regarde bien, on ne pouvait pas régler grand-chose avec ce H1LI. Et depuis la dernière version, la version 1.9, ici c'est la version 1.91, on a accès maintenant à un certain nombre de critères qui vont bien nous être utiles. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première chose à faire, hop, tac, on va connecter l'hélico. Voilà, je me connecte ici sur le COM4. Voilà, donc il met quelques secondes à se connecter. Il lit ici la configuration. Voilà, c'est fait. Alors, on va prendre ici les items dans l'ordre. Tout d'abord, donc ici au niveau des réglages principaux. Je n'ai pas allumé ici la radio, donc j'ai aucun signal au niveau récepteur et radio. Bon, après je peux régler les switches, etc. Mais bon, on va pas commencer à dérégler la radio. Dans le seul paramètre qui va vraiment nous intéresser ici, il est là. Le gain au niveau du rotor de queue, c'est-à-dire la sensibilité de l'anticouple, au départ, je crois, il est de 63. Je l'ai augmenté ici un tout petit peu à 72 pour rendre l'anticouple un tout petit peu plus réactif. Ce qui ici, sur cet appareil, là ici je vous ai branché le FW450 V3, va le rendre beaucoup plus réactif, notamment sur les phases en 3D. Rotor principal, ça, à moins que vous soyez un champion, on va éviter d'y toucher. Non, ça peut être utile quand il y aura besoin, après une casse malheureusement, quand on a changé un cerveau, pour refaire les réglages. Vous avez des tutos pour le changement de cerveau, etc. Et le reparamétrage ici des trims au niveau du plateau cyclique et au niveau du collectif. Bon, on va essayer de ne pas en avoir besoin.
Les paramètres ensuite, je regarde Sensor. Sensor, ça on l'a déjà vu, c'est quand il y a besoin de faire la calibration, mais nous, ça a été fait. Donc c'est ici que ça va nous intéresser. Quand l'appareil arrive, il est ici réglé de base en mode standard. Donc on a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de se dire, moi je suis vraiment un débutant, ça me fait peur, cette histoire, j'ai jamais approché un hélicoptère de ma vie, et ben je vais me mettre ici en mode soft, et les paramètres qui vont être choisis seront des paramètres vraiment tout doux, tout doux, tout doux, avec, regardez, notamment une vitesse de vol maximale de 28 km/h. Donc ici, en temps normal, voilà comment va arriver l'appareil avec ces paramètres-là. Moi, c'est le premier vol que j'ai fait avec ces paramètres. Je l'ai trouvé un petit peu, comment dire, disons qu'il avait un balai dans le fondement. Il avait un petit peu du mal voilà, à prendre ses trajectoires, etc. Je trouve que voilà, il est un petit peu rigide avec ce mode standard. Et donc ici, moi, je l'ai passé au mode sport. Voilà. Donc en mode sport, on va pouvoir avoir un appareil qui sera beaucoup plus réactif. Et si j'ai envie de le rendre encore plus réactif, je vais pouvoir jouer sur ces paramètres. Moi ici, ben voilà, hein, c'est à peu près des paramètres que j'ai conservés. On va quand même pouvoir jouer sur certaines petites choses sans aucun danger. Tout d'abord ici, sur ce qu'on appelle le roll rate, c'est-à-dire la sensibilité du roll, c'est-à-dire pour incliner l'appareil à droite et à gauche. Là, c'est quand même extrêmement limité. On va pouvoir augmenter un petit peu cette valeur si lors des virages, vous voulez incliner votre hélico. Si vous mettez à 0, il va rester bien à plat. Si vous le mettez à fond, il va s'incliner énormément. Voilà. Donc ça, c'est le rate au niveau du roll. On aura également la même chose ici au niveau du yaw, hein, c'est le rate au niveau du yaw. Et ici, l'agility, j'imagine que ça doit être le rate au niveau du pitch, hein, où on va avoir un niveau ici qui sera extrêmement précis, mais donc où on aura quelque chose qui se penchera peu vers l'avant et beaucoup plus de l'autre côté. Ça, je ne l'ai pas testé, hein, Agility, c'est à voir. La précompensation du collectif, ça, je sais qu'on peut le baisser énormément, le passer jusqu'à 10. Hein, j'ai vu des gens le descendre jusqu'à 10. Je maîtrise pas encore assez le truc. J'ai pas encore bien compris à quoi ça servait. Je sais que dans certaines positions, ça va gérer la position haute ou basse de la queue de l'appareil, ce qui est quand même, hein, on rigole pas avec la position haute et basse d'une queue. Bon, faut faire gaffe. Bref, trêve de plaisanterie. Ensuite, ici, ce critère qui est important, c'est la force de freinage. Si vous voulez que votre appareil s'arrête immédiatement sur le point le point fixe GPS que vous avez choisi, vous allez augmenter cette force. Le problème, c'est que l'appareil se cabre alors énormément. Si au contraire, vous acceptez de le laisser glisser un petit peu, dépasser la position, baissez cette valeur de freinage. Mais si vous voulez quelque chose de brutal et précis, vous allez pousser ce freinage. La stabilisation automatique, hein, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction de ce que vous voulez. Plus vous voulez de liberté ici, plus vous allez baisser. Vitesse maximale, là pour l'instant je me suis limité à 72. On peut visiblement monter jusqu'à 108, mais là la valeur standard c'est 72. Bon, c'est suffisant, c'est pas très très rapide, mais c'est bien. Là ici la sensibilité au niveau du maintien d'altitude, pareil, hein, si vous voulez quelque chose d'extrêmement précis, ou au contraire que vous soyez beaucoup plus maître au niveau de vos commandes, vous allez utiliser cette valeur. Voilà, une fois que vous avez choisi ces différents paramètres, eh bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez qu'à vous déconnecter
Et voilà, votre appareil est réglé et prêt à voler avec ces paramètres-là, les paramètres sport. Et ben on a quelque chose de beaucoup plus souple et qui vole honnêtement vraiment très très bien, bien mieux qu'en sortant de boîte. Moi là, je trouve qu'on prend vraiment énormément de plaisir de pilotage. Si vous avez déjà piloté un petit peu des hélicoptères type XK-110, des petits hélicos, mettez-vous en mode sport, il n'y a aucun danger. Par contre, évidemment, si vous n'avez jamais piloté, standard ou soft si vraiment vous êtes débutant dans le monde de la radiocommande. Donc vous voyez, avec ce système, on a accès à tous ces éléments de réglage. Autrefois, on n'y avait pas accès. Dans la version 1.8, on n'avait pas accès à ça. Ils vous mettaient en version standard et basta, vous ne pouviez toucher à rien. Ce qui était vraiment dommage parce que c'est vraiment une option super pratique. Ben voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner et regardez également en description, je vous mets tous les liens affiliés qui vous permettent d'aider la chaîne. Ça ne vous coûte pas un rond, par contre, à nos annonceurs, ça leur coûte des sous quand vous leur dites que vous venez de notre part, ils sont obligés de nous donner une petite participation. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à aller voir ces deux magnifiques hélicoptères volés. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!
Thank